Bonsoir, encore bonsoir à tout le monde, à tout le panel. Bonsoir, professeur éclaireur. Merci beaucoup pour tout le développement que vous venez de faire. Effectivement, j'avais 3 questions et éclaireur a répondu aux 3 questions. Ça partait de la stratégie ou la punition par rapport à l'élection, bien sûr, ou au dégommage, entre guillemets, de Adama Bictogo. Et puis aussi par rapport, j'ai fait mes calculs par rapport aux 215 voix, 18 voix. Bon, tout ça, éclaireur a répondu. Voilà, donc je pense que je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre, ou sinon je peux demander à éclaireur, est-ce que d'après vous on aura plus de ministres ou moins de ministres? Au moins cette question-là je la pose parce que les autres vous avez répondu. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher maire, et merci encore à vous d'être là jusqu'à cette heure-ci. Et nul ne pourrait présager de ce que demain nous réserve, mais là ce que je dis, c'est ce que je vois. On pourrait avoir moins de ministres. Parce que le président inscrit dans l'efficacité. Et qui parle de l'efficacité, c'est de s'encombrer le moins possible pour aller le plus vite. Et pourquoi je le dis? Parce que de façon publique, le président a toujours dit on pouvait faire mieux et on pouvait aller plus vite. Ça veut dire qu'il veut voir les choses aller plus vite. Et encore tout récemment, il a dit que chaque 3 mois, il va demander à chaque ministre de faire le bilan sur ce qui est fait réellement sur le terrain. Donc vous comprenez que c'est l'efficacité qui va primer. Or, pour être dans l'efficacité, il ne faut pas s'entourer avec 10 000 personnes. Donc, on risque d'assister à une équipe très resserrée où, selon moi, le président risque vraiment, parce que comme je l'ai dit, il a toutes les informations, il risque de récupérer les ministres qui sont très efficaces. Et maintenant, ceux qui ne sont pas efficaces, il risque de peut-être jumeler certains ministères, parce qu'il y a des ministères, par exemple, qui font carrément dans le mélange. Le ministère de l'enfance, le ministère de la solidarité, et tout ça là, c'est un mélange de gens. Et tout ça, ça ne sert pas. Non seulement c'est coûteux et c'est une perte de temps. Et on n'est plus dans une phase où on doit... Le président et les Ivoiriens ont déjà remercié tout le monde suffisamment. Et donc, le président n'est plus redevable à qui que ce soit. La seule personne à qui il demeure redevable, c'est le peuple de la Côte d'Ivoire. Et cette redevabilité n'est mieux que en donnant le meilleur de lui-même en termes de résultats. Et donc, selon moi, c'est à cela qu'on va assister une équipe réduite, mais très efficace, qui va aller à l'essentiel comme le président le veut. Et cet essentiel-là, c'est voir que les Ivoiriens sont contents de dire, yeah, on allait dormir, on s'est réveillé, il y a route ici. Yeah, il y a un mois, je n'ai pas passé ici, là, mais je vois ce château-là est fini. Hein. Donc, les choses vont aller très vite. Et pour que les choses aillent vite, il faut lever vraiment toute cette multitude d'individus pour aller à l'essentiel. Voilà un peu ce que je pense. Et c'est pourquoi moi j'ai intervenu la dernière fois pour dire que nous aurions donc, pour peut-être les nouveaux qui viendraient, il faut profiter que ce soit des technocrates, mais qu'on puisse profiter de leur efficacité et aussi leur donner une feuille de route en temps pour essayer de voir s'ils seront capables ou pas de maintenir la cadence. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Ok. Merci beaucoup, professeur éclaireur. C'est bon pour moi, Sali. Je te redonne le micro. Ok, merci infiniment notre très chère sœur, la Fiona. Merci beaucoup. Malgré le temps chez vous là-bas, vous êtes encore avec nous, vraiment merci. Ok, est-ce que notre frère Katarak est là? Est-ce que le frère Katarak est là? Ah, Katarak, ton micro est fermé si tu es là. Mais si tu n'es pas là aussi, c'est pas grave. Découragement n'est pas ivoirien, ça va aller. Ok, Jenny, est-ce que tu es encore là? Oui, je suis là. Une fois go, okay. Oui, j'ai là, oui, j'ai là. Il est pour ça qu'elle était en train de bacoro, il sait pas qu'elle était là. C'est elle qui a attaché le pied de notre joueur là pour tirer dans les mains du pied.
Là, Chakadia est en train de danser là-bas. Là-bas, elle est là. C'est normal, c'est Chakadia qui arrange, c'est lui qui... C'est Chakadia qui fait le, c'est Chakadia qui fait le C'est son. vous qui me... C'est vous qui me donnez le sommeil le matin ou le soir. C'est lui qui fait le son, quoi. Voilà. Ah, je protège mes intérêts. Donc, ok, merci beaucoup la mère Sali de me donner la parole. Bonsoir à tout le monde, merci beaucoup d'être là. Donc le professeur éclaireur Pro Vérité, moi ma question c'est, est-ce que la Côte d'Ivoire peut installer la carte de séjour en Côte d'Ivoire sans avoir besoin de la CEDEAO? Et si ok. Oui, c'est possible. Puisque aujourd'hui, les pays de l'AES ne sont plus membres de la CEDEAO. Et donc, le Bénin a déjà commencé. Le Ghana, par exemple, eux, pour identifier les gens, par exemple, les étrangers, on identifie au Ghana, par exemple, les étrangers par la puce téléphonique. Et donc, au Ghana, quand tu rentres, par exemple, que tu es étranger, la puce que tu donnes là, on prend le soin de savoir ça. À un moment même, les Burkinabés avaient voulu déconner, ils ont désactivé toutes leurs puces. Parce qu'on sait aujourd'hui que toutes les transactions qui se font, la majorité, c'est électroniquement parlant. Donc, le Ghana même a trouvé cette solution-là. Ils peuvent déjà cibler les puces des étrangers pour les reconnaître et puis les cibler. Et agir sur eux, soit en coupant, par exemple, leurs puces pour qu'ils ne puissent plus communiquer ou bien faire des transactions, par exemple. Tout ça, c'est possible. Et mieux les contrôler. Et donc, c'est pour dire que ça reste dans l'ordre. Si on le veut, on le peut. Waouh. Bah ça c'est très important de savoir cela et nous espérons que le gouvernement de Côte d'Ivoire ont ça dans leurs projets, et si c'est pas le cas, est-ce que nous les Ivoiriens, qu'est-ce que nous pourrons faire pour que le gouvernement puisse instaurer ça obligatoirement? Bon, je crois qu'on peut en parler dans les débats et aussi toucher aussi nos différents députés pour leur montrer cette nécessité-là. C'est possible de rencontrer les députés, de parler. Et puis surtout aujourd'hui, on est dans un monde quand même où tout ce qu'on dit est écouté. Hein. Et donc, quand la nécessité s'impose et que ça rentre dans le débat public, souvent vous voyez même le gouvernement même sortir et donner des opinions. Mais aujourd'hui, quand tu regardes un peu le comportement de certains, tout pousse à croire aujourd'hui que même pour une nécessité, même aujourd'hui, par exemple, le poids des étrangers dans l'économie ivoirienne. Par exemple, quand tu prends les chiffres de l'UNESCO, par exemple, est-ce que si on te dit qu'il y a 47% d'analphabétisme en Côte d'Ivoire, je sais que ça va vous faire mal. Mais c'est la vérité. Pourquoi c'est la vérité? Ce n'est pas parce que le gouvernement n'a pas travaillé à éduquer les Ivoiriens, mais l'une des raisons, c'est le flux migratoire. Imaginez-vous, il y a combien de milliers de personnes qui rentrent en Côte d'Ivoire illégalement? Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'on nous dit il y a 80 000 Burkinabés, il y a 100 000 Maliens. Ça, c'est ce que le HCR a sur ses papiers. Mais dans la réalité, ceux qui rentrent là, ils sont 10 fois plus nombreux que ceux qui sont sur papier. Donc, cette majorité qui est rentrée là, je vous prends un exemple simple. Imaginez un village où il y avait 100 000 personnes. Sur ces 100 000 personnes, comme il y a le djihadisme dans le Sahel, les 100 villageois là, il y a 300 personnes qui sont venues s'ajouter. Là maintenant, la taille totale de la population devient 400 personnes. Or, le gouvernement avait construit une école pour éduquer peut-être 50 personnes, ou même 100 personnes. Mais vous voyez directement que les capacités du gouvernement qui ont été mises en place seront dépassées. Et ça fera que ces personnes-là, la majorité ne pourra pas aller à l'école. Mais quand l'UNESCO mais les instituts viennent faire leurs études, quand on regarde la taille de la population et on regarde la taille des populations qui vont à l'école, ça permet de tirer le ratio pour voir que la grande partie ne va pas à l'école, 47%. Mais on n'a pas dit que 47% des Ivoiriens sont analphabètes. Non. On dit 47% des personnes vivant en Côte d'Ivoire. Parce que la taille des étrangers qui s'ajoutent, qui est non seulement un facteur qui rend difficile les plans du gouvernement, dans la planification, on construit une école ou on construit un centre de santé
pour 500 personnes et après on se retrouve avec 5000 personnes. Et ces 5000 personnes-là, comme il y avait la guerre, là, je suis venu chez mon voisin ou bien je suis venu chez mon parent. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse compenser ce déficit-là en faisant payer la carte de séjour à ces personnes pour que le poids économique soit levé? Et donc, même en se basant sur cette réalité-là déjà, la carte de séjour, on peut le dire, fait son sens et on peut comprendre de quoi il est question en me basant sur peut-être cette seule réalité. Donc, voilà un peu ma réponse. Ok, merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cette très belle réponse. Et nous espérions que cela se fera le plus rapidement possible pour que chacun puisse connaître sa place et pour que les Ivoiriens puissent être respectés dans les pays. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Merci infiniment, Jenny. Merci beaucoup. Et excellente nuit à toi là-bas, si jamais tu t'endors. Oh, elle est partie. Ok, j'aime mon village. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien. Ouais, parce que c'est pas ce qui se passe, je peux plus tapoter ni rien, mais bon. Ah, tu as trop tapoté sûrement. Ouais, j'ai beaucoup tapoté et puis je suis bloqué. Vraiment, Je peux merci. plus tapoter. Merci à tous ceux qui ont mis qui ont tapoté. Vraiment, merci à vous. Merci, c'est une nouvelle page. Vous avez vraiment protégé. Merci, merci, merci. Ok, vas-y, j'aime mon village. Ok, moi ma question, je sais pas si elle est utile. Je sais pas si, professeur, est-ce que je sais que le président a la majorité absolue, est-ce qu'il va prendre parmi les 36 députés du PDCI, il va les nommer, il aura un ministre parmi eux? Je pense que j'avais déjà répondu à cette question parce que c'était l'une des conditions. C'était l'une des conditions. J'ai expliqué profondément tout pour ne pas me répéter. Et donc, chaque fois qu'on me pose une question qui a été déjà répondue, je dirais simplement que j'ai déjà répondu à la question. Ok. J'ai dû m'endormir, excusez-moi. Ok, oui, je me suis dit que peut-être tu t'es endormi au moment où il était en train de développer. Si, je me suis endormie, c'est pas grave. Je vais réécouter. Ok, merci beaucoup. Une autre question. Merci, et puis merci à tous. All right. Merci à toi-même aussi. Merci à tous ceux qui ont entretenu le panel. Merci beaucoup. Donc, cher maître, dans un souci d'efficacité, on va pas dépasser les 3 heures du temps. On est déjà à 2 heures 4 minutes. Donc, que ceux qui veulent poser des questions le fassent vite. Ou même s'il n'y a pas véritablement de questions, on va fermer pour pouvoir laisser les gens aussi parler. Et comme ça, voilà. Donc, on sera très efficace aujourd'hui. Donc, ceux qui ont vraiment des questions de les poser, pourquoi on sera très rapide. Mais la majorité des questions ont été déjà répondues. Donc, ceux qui veulent poser des questions, même si c'est d'autres différents domaines, on peut aller là-dedans. Mais évitons de poser les mêmes questions et on sera très efficace. Donc, on est... si on peut finir même dans 30 minutes, moi, ça me plairait. Et le professeur, même comme tu as beaucoup développé beaucoup de points qui étaient vraiment au cœur des gens, tu as beaucoup développé. Donc, on va faire avec le frère Martial aussi qui est déjà là aussi. Donc, il n'y a pas de problème. On va faire avec ceux qui sont déjà là avec nous. Madingo, le frère Mamadou et puis Fakoli. Après cela, voilà, professeur, on peut prendre congé de vous. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Okay. Voilà. Donc, le frère Mamadou Meïté, ton micro est fermé. Hein? Non, je suis là. Ok. Tu as des questions pour le professeur? Oui, j'ai juste une question pour M. Claireux. Bonsoir, M. Claireux. Bonsoir, cher père. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Par la grâce de Dieu. Bon, je vais aller rapidement pour poser la question. Mais j'ai pris le palais en cours, hein, mais c'est pas si la question a été déjà répondue. Mais je vais la poser quand même, au cas où si elle a été déjà répondue. Après, quand vous allez publier, peut-être sur YouTube ou même sur Facebook, je vais sur ça en différé, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est quoi, je voulais juste savoir, c'est quoi une transmission générationnelle? Voilà, je vais me muter, puis je vais écouter la réponse. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup, cher frère. Vous savez, en français, quand on parle d'une génération dans une famille, c'est une différence de 25 ans. Techniquement parlant. Ça veut dire, dans une famille, si on prend les mêmes membres d'une famille, on met une différence de 25 ans. C'est ça qu'on appelle une génération.
Donc vous voyez, quand on va parler de 2 générations, c'est 50 ans. De 4 générations, c'est 100 ans. Quand le président Ouattara parle ici de transmission générationnelle, ce n'est pas une différence d'âge, mais c'est une différence de mentalité, d'époque et de culture. Aujourd'hui, le monde est arrivé à un niveau où, quand vous remarquez aujourd'hui les années 60 jusqu'aux années 90, vous avez vu que entre les années 60 et 90, vers la fin des années 90, Houphouët n'arrivait plus à répondre aux questions des Ivoiriens. Pas qu'il était incapable, mais les mentalités ont changé. Et donc, quand on parle de changement générationnel, dans le cas des pays, on parle des moments où la mentalité ou bien même les habitudes d'un peuple sont en train de changer en fonction des réalités de son temps. Et donc ici, par exemple, vous verrez que la gestion de Félix Houphouët-Boigny de 1960 jusqu'à 1980, à un certain moment, les gens ont commencé à se poser des questions. Les gens ont commencé à ne plus accepter certaines choses qu'ils acceptaient auparavant. Aujourd'hui, par exemple, c'est que la génération de 90 a pu accepter jusqu'à aujourd'hui en 2030. Ceux qui vont venir après, ce n'est plus évident qu'ils vont accepter. Ils auront aussi leur manière de voir la vie. La vie aussi va imposer certaines réalités. Le monde aussi aura changé dans un certain sens. Et les gens vont vouloir rechercher leurs intérêts en se basant aussi sur ces facteurs-là. Et donc, dans tout système de gestion, il faut être capable, comme de la manière le mur de Berlin est tombé, où il y avait un froid entre le bloc de l'Ouest et puis le bloc de l'Est. Le monde est changeant. Et donc, quand le monde change en fonction de ces mentalités-là, c'est ce qu'on appelle le changement de génération. C'est pas seulement le changement du pouvoir, mais au-delà du pouvoir même aussi, c'est le changement des habitudes, des mentalités, dans un monde qui est en perpétuel changement. Et donc, c'est vrai, c'est les hommes qui incarnent les systèmes. C'est pourquoi les gens voient les hommes, mais c'est plus grand que les hommes. C'est d'abord les mentalités et les habitudes qui s'imposent en fonction des réalités des temps. Et donc, il faut apporter des hommes qui peuvent mieux incarner cela pour pouvoir répondre aux besoins des populations. C'est cela aussi le changement de génération. Merci, professeur. Très bien répondu. Ok, notre frère Madingo. Oui, merci, merci Ali. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, maître Martial. Ça fait un peu longtemps. Bonsoir, Madingo. Bonsoir, professeur. Bonsoir, cher Père Madingo. Comment allez-vous? Et ça va, alhamdoulilah. Bien, merci. Et la famille? Et ça va, ça va. Okay. Que Dieu nous aide tous. Merci, merci. Ok, professeur. Depuis les temps médiévaux au Mandé, les tenants du pouvoir cherchaient à éliminer les ennemis pour éviter les vengeances. Mais pourquoi Alassane Ouattara ne cherche pas à éliminer ses ennemis? Oui, effectivement, lorsque tu te bases sur toutes les grandes théories, par exemple, quand tu lis les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, il va te dire que tout bon dirigeant doit se donner les moyens d'éliminer tous les ennemis. Mais vous savez, la gestion des hommes change. Mais dans le même livre aussi, il nous donne encore l'exemple du grand maître Wo, qui a plusieurs fois pardonné pour pouvoir faire transformer l'homme. Et plus loin encore dans le même livre, il nous dit qu'un vrai homme qui incarne le pouvoir doit frapper les hommes dans les cœurs et dans les mentalités. Ça veut dire que lui-même, son livre-là même, on peut faire une analyse interne pour montrer que lui-même, les différentes théories qu'il évoque se contredisent. Mais, on va lui pardonner cela, parce que chaque vérité a son pesant d'or. Souvent, dans un monde aujourd'hui où on parle plus de droits des hommes, et les droits humains étant devenus aujourd'hui une mesure de la bonne gouvernance, on ne peut plus pratiquer cela comme on le faisait dans les périodes médiévales. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas le faire, mais ça veut dire que le monde aussi a changé. Figurez-vous que si vous êtes quelqu'un aujourd'hui qui a bas, qu'est-ce qui a fait la faiblesse même du régime de Laurent Gbagbo? C'est sa brutalité envers les populations et envers ses opposants. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'obstine à employer ces modèles-là, tu seras vu comme un mauvais dirigeant et tu risques de ne même pas bien finir ton pouvoir
et tu risques aussi de laisser une mauvaise image. Et donc, on peut atteindre ces résultats. Et c'est pourquoi vous verrez par exemple le président Ouattara, lui il dit, je crée les institutions, je vais vous éduquer. Si je n'arrive pas à marquer vos cœurs à travers le travail que je fais, pour vous montrer que c'est ça la réalité, je vais marquer vos esprits. Si vous êtes en prison et que vous arrivez à comprendre, à réfléchir suffisamment, ça doit être, si vous êtes encore humain, ça doit vous permettre de comprendre certaines réalités pour changer. Maintenant, comme il y a toujours des exceptions, tout évolue, tout change sauf les imbéciles. Il y aura toujours des imbéciles en société qui ne voudront jamais changer. Ceux-là, ce seront des cas désespérés et ils vont aussi subir les conséquences que tous les imbéciles du monde subissent. Voilà un peu ma réponse. Ok, merci. Oh, ma deuxième question est que c'est dans le cadre de la succession, professeur. Et vous savez que nous, on a peur des Ouattara. Ils nous ont enlevé notre biberon à lait et au miel. Et dans le cadre de la succession, il y a d'autres, même des moutons des Ouattara qui ne se cachent même pas, qui disent que et ils veulent qu'après Alassane, c'est Téné Brahima ou Ouattara qui doit venir. Donc, vous voulez ouattariser la Côte d'Ivoire. Et comment toi, professeur, toi qui es le chef des moutons, tu vas défendre cette situation aux Ivoiriens? Effectivement, ce qui est intéressant dans le fait d'être un mouton, c'est que même quand on nous dit là, notre prix là, 1 kilo de mouton, ça coûte plus cher qu'1 kilo de porc. Ça coûte plus cher que le kilo de la viande d'âne. Et donc, vous voyez que même dans la mort, on n'a pas les mêmes valeurs. Et le mouton n'est pas connu pour être un animal sale. Et le mouton n'est pas connu pour être un animal têtu qui n'apprend pas ses leçons. Le mouton même est très fier quand il a un bon berger. Ça veut dire que le mouton est un bon apprenant. Et c'est quelqu'un qui inspire la sagesse et une certaine propriété. Et donc, de ma qualité de mouton, j'ai pu comprendre que le berger qui peut me montrer qu'il y a beaucoup d'herbes vertes là, ça c'est un bon berger. De ma position de mouton, j'ai pu aussi comprendre qu'un berger qui me protège des loups, du PPACI, qui me protège des chacals du désert, ce berger-là mérite qu'on puisse comprendre que celui qui peut sauver ma vie, là, je le connais. Si on me taxe d'être un mouton, parce que je sais le berger qui peut protéger ma vie, moi je ne me plaindrai pas. Je dirai au moins, j'ai ce bon berger qui a déjà une bonne expérience. Parce qu'on a vu des chacals au pouvoir qui n'ont pas été capables de protéger leurs propres militants et qui ont dit à leurs militants, si on vous a déjà là, c'est pas à cause de moi, hein. C'est pas moi le chacal. Mais c'est parce que c'est à cause de vous-même, vos terres, que les gens vous ont dit. Moi, je ne suis pas. Est-ce que vous avez une fois vu un chacal protéger les porcs? Donc, vous comprendrez aisément que quelqu'un qui aime sa vie et qui se respecte, il va suivre un berger qui protège sa vie, quel que soit ce que les uns diraient. Et cette personne ne va pas accepter de suivre un chacal qui est fier de donner ceux qui le suivent à la mort. Et je crois que les exemples sont très clairs. Et aujourd'hui surtout, le berger dont moi je parle, qui est Téné Brahima Ouattara, il a appris à la bonne école. Il ne s'est pas abonné à l'école de la honte. Parce que nous les moutons là, nous là, on a beaucoup honte. Nous ne nous comportons pas comme des porcs. Nous ne nous comportons pas comme des chacals et nous ne nous comportons pas comme des ânes. Nous savons écouter et nous savons apprendre. Voilà notre différence. Nous ne sommes pas faits pour transporter du bagage lourd. Et nous ne sommes pas faits aussi pour dormir dans la porcherie. Nous sommes faits pour être des animaux utiles. Et c'est pourquoi notre prix coûte cher même quand on nous envoie à l'abattoir. Et donc, nous, on ne peut souhaiter qu'un monde meilleur. Et donc, un berger qui a reçu une très bonne formation et qui est prêt à faire mieux que le premier berger, nous disons aux Ivoiriens, c'est ce choix-là qu'il faut faire. C'est un choix qui est simple. Plutôt que d'aller te confier à un berger apprenti qui n'a pas encore fait ses preuves
Et puis demain, là, il va te conduire dans le village des chacals parce qu'il ne connaissait pas la route, comme on a pu le constater avec un certain chacal Seplou, ou bien encore un certain chacal whisky Conan Bédier, pour nous retrouver à être pays PPTE, pour nous retrouver à être un pays de dirigeants infréquentables, pour être un pays de personnes qui se foutent d'eux-mêmes en acceptant d'aller traîner leurs problèmes partout dans le monde. Il y a quelle gloire à suivre un chacal qui prend ses problèmes de maison pour aller faire Lomé 1, Accra 10, Pretoria 25, Lina Marcoussi 45. Cher père, j'espère que vous comprenez que la dignité d'un vrai chef de famille, d'un bon berger, c'est d'éduquer ses brebis et ses moutons sans exposer leurs secrets. Et c'est ce chef-là qui inspire confiance. C'est ce chef-là qui protège nos vies. C'est ce chef-là qui sait où il veut nous amener. C'est ce chef-là que nous suivrons. Et je crois aussi que pour terminer, même sur l'échelle de la balance de l'intelligence, il n'a jamais été prouvé qu'un porc est plus intelligent qu'un mouton. Or, s'il y a un chef des moutons qui est un berger, c'est qu'il y a aussi le chef de porc que tout le monde connaît. Et donc, je m'arrête là. Ok, merci. Mais il faut diminuer le prix de votre viande là. C'est trop cher. Oh non, non, ça ira parce que vous savez, quand souvent, vous savez, quand le prix du pétrole augmente dans le monde, il faut faire des choses pas acceptables. Hein, donc, souvent, le prix doit augmenter. Et puis, surtout, quand tu te promènes du côté de l'Ukraine et que la mer Noire est un peu bloquée, c'est ça qui fait, quand le prix du blé devient un peu énorme, on augmente un peu, mais ça va passer. Ok, merci. Ok, merci Ali, à vous. Merci bien, Madingo. Ok, notre frère Niamke. Est-ce que le frère Niamke est là? Je suis là. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir au professeur et bonsoir à tous les EPV. Bonsoir à Madingo, Martial. Salut à toi, mon chapeau. Et bonsoir à mon maître. Seulement, je voulais poser une petite question à l'éclaireur. Mais cher père, posez juste la question, ne faites pas de commentaires puisqu'on est très pressé. Non, il ne fait pas de commentaires. Qu'est-ce qui fait que, en Côte d'Ivoire, quand les Ivoiriens ont un problème à la justice, avec un étranger, bien sûr, à la justice, un gars de CEDEAO, l'Ivoirien est mis de côté, l'Ivoirien est prisonnier, on le garde, et puis celui de CEDEAO sort. Ok. Et cher père, pour répondre à votre question, on peut choquer, mais c'est mieux. On dit que ben est mieux que drap. Les étrangers de la CEDEAO, là, quand ils viennent là, comme ils savent qu'ils ne sont pas dans leur pays, ils vivent par communauté. Qui ne sait pas en Côte d'Ivoire que les étrangers vivent par communauté? Ils se connaissent entre eux parce qu'ils sont en terra incognita. Ils sont en territoire inconnu. Et donc là, c'est la solidarité qui peut leur permettre de survivre. Donc, quand un étranger vient, même s'il descend quelque part, il va chercher d'abord à connaître le chef de sa communauté. Et quand il connaît le chef de sa communauté, ils vont lui donner tous les rudiments pour lui dire, voilà ce que tu peux faire, ce que tu ne dois pas faire. À partir du moment où il est informé sur tout ça, ils ont des caisses où ils font des économies. Ils ont des caisses où ils gardent de l'argent. Et tous les membres qui participent à cela, quand ils ont des problèmes, ils n'hésitent pas à aider cette personne. Et comme la corruption étant une chose que tout le monde connaît, s'ils arrivent à tomber sur des personnes qui sont réceptives, qui acceptent d'être corrompues, mais ils vont prendre l'argent et puis libérer la personne. Voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Voilà ce qui se passe. Ok, merci beaucoup. Ma deuxième question, est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays
est dirigé sur l'émotion. Non. Non, peut-être que les Ivoiriens... Fermez le micro, s'il vous plaît. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui est dirigé. Parce que parler d'un pays dirigé, c'est d'abord le premier. Non, on peut tout dire du président Ouattara, sauf quelqu'un qui est dans ses émotions. Mais est-ce que les Ivoiriens, eux, sont dans l'émotion? Oui. Parce que l'Ivoirien est tellement dans l'émotion que l'Ivoirien ne se pose jamais les vraies questions sur sa propre existence. C'est vrai, c'est bien d'avoir cette joie de vivre. C'est vrai, c'est bien beau de noyer la dureté de la vie dans l'humour. C'est très bien. Mais souvent, l'Ivoirien va trop loin au point même de s'exposer lui-même. Et l'Ivoirien est tellement dans l'émotion que souvent, là, on préfère même marcher sur nos propres intérêts pour détruire l'intérêt collectif. Sinon, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que dans nos villages, les gens viennent détruire nos sols, les gens viennent détruire nos terres, les gens viennent aujourd'hui installer tout ce qui est mauvais. Mais il y a un groupe, il y a toujours un groupe de personnes qui gagnent quelque chose, qui se taisent là-dessus. Et la majorité qui prend les conséquences est tellement dans les émotions, ne peut même pas avoir la force d'imposer le droit, de dénoncer ce qui se passe. C'est simplement une certaine immaturité. On ne sait ni copier le bien, ni décourager le mal. On vit comme ça. L'Ivoirien, quand il te dit j'ai un problème, l'Ivoirien ne te dira jamais nous avons un problème. Il te dit ah Joe, moi je dis c'est chaud sur moi. Hein. C'est quand il est dans un problème. Or, avant lui, combien de personnes étaient dans ce problème? L'Ivoirien ne privilégie pas le sens commun. L'Ivoirien ne privilégie pas l'intérêt du groupe. Et ça, là, c'est un grand défaut. Et c'est pourquoi chez nous, en Côte d'Ivoire, on n'a jamais pu avoir une société civile. Il n'y a jamais eu de société civile en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que on utilise nos émotions ethniques. On utilise nos émotions, comment je vais appeler, idéologiques. Si je ne suis pas contre toi, je peux t'aimer, mais dès qu'on n'est pas de la même ethnie, on peut faire tout ensemble, mais dès qu'on n'est pas du même groupe politique, ah non, lui il est bien, mais comme c'est son affaire là, tu vois que c'est déjà mauvais. On met toujours la raison à la périphérie. Et ça, c'est très dangereux. Et l'Ivoirien aujourd'hui, lui peut prendre son intérêt personnel pour sacrifier le groupe. Ah non, moi j'ai gagné mon mangement, hein. Joe, on va encore avancer. Ce qui est sûr là, tout près n'est pas loin. Si on ne change pas ces comportements-là, on va aller à une catastrophe. Et ça va nous coûter très cher. Oui, oui. Merci beaucoup. Tu as bien répondu. Tu as très bien répondu. C'est ce que j'ai entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher frère. Ok, merci infiniment le frère Nyamke. Ok, notre frère Fakoli. Tu seras le dernier pour le professeur. Vas-y. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, cher professeur. Bonsoir, cher frère Fakoli. Bon, cher professeur, en fait, moi, je voulais poser une question. Je voulais que vous nous aidiez vraiment à trouver une solution. Voilà, parce que tout le monde n'a pas votre capacité de recherche et de savoir. Donc, moi, je souhaiterais que, avec vous et vos collaborateurs, vous puissiez nous aider aussi, étant jeunes Ivoiriens, à connaître au moins le minimum de lois qui sont vraiment primordiales pour nous. Le minimum, en fait. Parce que tout le monde n'a pas la capacité de recherche, de savoir ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. Alors que la loi nous dit que lui n'est censé ignorer la loi. Voilà, donc en ce sens, je me dis que c'est par méconnaissance de nos lois qu'on laisse faire beaucoup de choses et on ignore beaucoup de choses. Même parmi les plus instruits, rares sont ceux qui ont vos capacités de connaissance, parce qu'ils ne cherchent pas dans la paresse mentale, parce que ce que vous faites, c'est vraiment un très très gros effort. Voilà. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous ne pouvez pas
nous aider à créer des pôles de sensibilisation pour connaître le minimum de loi, même dans les hameaux, dans les villages, pour que nos parents sachent si telle situation t'arrive, voilà où tu peux t'adresser, voilà comment il faut faire face à tel type de situation. Ok. Cher frère, merci beaucoup. Ce que vous dites, la réponse elle est très simple. Hein. Ça va faire bientôt 6 ans. C'est ce qui explique notre raison même d'être sur la toile. Maintenant, tous ceux qui suivent véritablement les différentes émissions que nous faisons, vous allez voir que même moi-même qui suis là, j'apprends avec les gens. À la différence des autres plateformes où les gens vont pour bavarder et puis discuter pour attendre, ils sont victimes des événements, il y a telle chose, on parle de ça. Vous verrez que nous ne sommes pas dans ces événements. Nous nous disons, quand un événement arrive, soit nous parlons avant pour avertir les gens. Par exemple, tout ce qui se passe là, il n'y a aucun EPV qui est surpris. Depuis 2022, j'avais expliqué tout ça. Et en même temps, on profite aussi, par exemple, il y a des séances où on dit aux gens, la voix du militant, venez poser tous les problèmes et on vous donne les solutions. Il y a tous ces mécanismes-là qu'on fait. Allez créer des pôles pour informer les gens. Tout ça là, si les gens te disent de les payer, tu vas les payer comment? Et si les gens te disent que bon, voilà les moyens que ça fait, tu vas enlever ces moyens où? Donc nous profitons de cette plateforme. Il n'y a rien qu'on peut demander au Père Martial qu'il ne le fera. Ici, chacun, en fonction de ce qu'il sait, nous venons là. Ce que nous pouvons faire, la classe éclaireur, vous attendez bien la classe. Ça veut dire, la meilleure manière d'aider quelqu'un là, vous, cher Père Fakoli, qu'est-ce que vous voulez savoir? Et comment vous pouvez résoudre? Si vous posez le problème, nous on vous dit ce qu'on sait. Et comme ça, vous partez, vous résolvez votre problème. Et tu vois même que souvent je dis aux gens, ce que je vous dis là, allez essayer en réalité. Si ça ne marche pas, venez me dire que ça n'a pas marché. Comme ça là, moi j'appelle, je dis votre histoire là, ça n'a pas marché. Par exemple, le Spatia. Depuis un certain temps, ça ne marche pas. Et je suis venu, j'ai dit ça devant tout le monde. Mais par contre, le ministère, par exemple, du transport, où on peut se plaindre lorsqu'on reçoit de fausses contraventions, on a fait l'exercice devant tout le monde. Et il y a beaucoup de personnes qui ont souvent des problèmes. Mais c'est ça aussi la nature de l'Africain. Quand il expose un problème, si son problème est résolu, il cache et il laisse ça pour lui-même et puis il avance. Moi, de toute façon, on ne nous oblige pas à faire du bien, on ne nous oblige pas à faire du mal. À partir du moment où ton problème est réglé, c'est bien. On dit aux gens, allez essayer, si ça n'a pas marché, venez dire, tu m'as dit de faire ça là, ça n'a pas marché. On va chercher ensemble à améliorer. Ou bien, tu m'as dit de faire ça, quand on est parti, on a fait ça marcher. Il y a beaucoup en privé qui me disent, hey, j'étais surpris quand tu m'as dit d'aller dans tel coin, ça s'est passé comme ça, et tout s'est bien passé. Je reçois beaucoup de ces messages. Mais ça reste à titre individuel. Alors que ceux qui ont expérimenté, moi je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Si vous avez fait quelque chose que ça marchait là, ne serait-ce qu'à venir dire, voilà, tel jour, je suis parti, j'ai fait telle chose, ça a marché. Ça peut remettre encore les gens plus en confiance pour dire, ah donc ça marche. Et donc vous voyez que, au lieu de créer peut-être des pôles pour dire aux gens de s'informer, nous n'avons pas ces moyens-là. Mais la plateforme éclaireur Pro-Vérité, c'est pourquoi nous exigeons que nos émissions soient bien réalisées, pour que quand quelqu'un vienne écouter l'émission, vous voyez qu'on n'aime pas le bruit, on n'aime pas le désordre, pour que ce soit bien perçu. Et pour que l'individu, s'il veut essayer, là, il n'a qu'à aller essayer. Et nous avons toujours ouvert la porte. Si tu vas essayer quelque chose que ça ne marche pas, moi, je suis parti, ça a marché, ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est ce qui n'a pas marché là, c'est ce que j'aime même. Là, comme ça, là, on va comprendre que, nous, on n'est pas au pays, mais on cherche à améliorer la gouvernance. Voilà ce qui ne marche pas aujourd'hui et voilà ce qui marche. Et comme ça, donner un éveil de conscience et une nouvelle force au peuple pour pouvoir mieux s'exprimer. Et donc, c'est ce que nous allons toujours continuer. Et aussi, par expérience aussi, quand on crée des structures avec des gens, il y a des gens qui mettent toujours des histoires d'argent là-dedans.
Nous, on a subi une série de méchancetés. Ce n'est pas ça qui nous a fait changer, mais ça nous a fait gagner en expérience. Ce qui fait que tout ce qui a fait d'argent ou des trucs, si on veut le faire, on le fait directement sans avoir de contact avec les gens. Mais dire non, on va mettre des gens en place, bon, on va faire telle chose. Bon, demain, là, même si au début, ils n'ont pas demandé d'argent, ou bien on a donné telle chose, mais ça a disparu. Donc, pour éviter tout ça, la dignité et l'honneur font que on se méfie beaucoup. On n'aime plus trop ces histoires. Ça ne veut pas dire qu'on n'aide pas les gens. On le fait selon nos moyens. Chaque rentrée, on offre des kits scolaires. On a aussi payé des assurances médicales pour des gens. On aide, par exemple, chacun des élèves de la classe ici, moi je les connais, ce qu'ils font. Il y a des gens qui aident les orphelins, tout. On le fait. Souvent, on le fait globalement, souvent, on le fait à titre personnel. Ou même quand quelqu'un m'appelle, je vais faire telle chose, ou même, je dis, bon, ce qui m'aiderait, il faut le faire peut-être en direction de telle personne. Dans le besoin, ça s'arrête à ça. Mais je crois que ce que nous faisons déjà, avec toute la connaissance que nous donnons ici, quelqu'un qui veut réellement s'éduquer, si la personne pose la question qu'elle veut, et qu'elle trouve la réponse aussi ici, c'est à la personne d'aller faire ça, de pratiquer ça pour voir, est-ce que ce qui a été dit, c'était bien entendre, mais est-ce que ça marche bien? Et maintenant, nous faire le retour, que ça marche ou pas, c'est à ce niveau-là que nous sommes. Et je pense que c'est à cela que les uns et les autres doivent s'essayer. Parce que la parole, si elle n'est pas actualisée, si elle n'est pas mise en acte, c'est un peu comme de la lettre morte. Et donc, c'est aux gens de se faire confiance et de faire confiance en ce que nous disons pour appliquer et pour voir les limites aussi. Voilà ma réponse. Merci, professeur. Merci pour cette belle réponse. Le frère Fakoli, plus de questions? Non, merci, ça va. Ok. Merci, professeur. All right. Merci beaucoup. On va dire merci à notre professeur. Voilà, ici va prendre fin la séance des questions-réponses. Notre professeur a vraiment répondu à beaucoup de questions dans son introduction. Donc, ce qui même a facilité la tâche. Je trouve même que c'est aussi intéressant comme ça. Le professeur nous a tous écoutés, il a vu nos préoccupations, il a vraiment bien répondu à nos questions. Professeur, nous aussi, on va te dire merci. Merci toujours de venir ici, t'adonner à nos questions et puis répondre nos questions et puis nous éveiller aussi les consciences. Vraiment, merci beaucoup. Et Inch'Allah, on va se dire à la séance prochaine qui sera dimanche pour les questions-réponses. Merci à tous ceux qui ont apporté le live. Merci à tous ceux qui ont protégé le live. Vraiment, vous aviez fait ce que vous pouviez. Et partagez cette nouvelle page aux gens. Voilà, partagez à vos différents amis pour qu'ils sachent que désormais, on sera sur cette page-là. C'est une nouvelle page puisque l'autre côté a été signalé. Donc, ça va se reposer un peu. Et comme ça, et la page de EPV3 aussi est déjà créée. De la manière vous voyez sur le logo EPV2, il y a EPV3 qui est déjà là. Voilà, avec le même symbole que vous voyez les éclaireurs en gris. Donc, abonnez-vous aussi là-bas, parce qu'on ne sait jamais, on va activer toutes nos pages. Il y aura EPV4, EPV5, on va créer jusqu'à, vous voyez, pour qu'on puisse être sécurisé pour nos lives. Merci infiniment à tous ceux qui ont été là. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Et la séance des questions-réponses s'arrête là. Voilà, donc on va laisser notre professeur faire sa conclusion et on va changer. Et notre frère Martial va nous entretenir pour quelques minutes avant qu'il aille dodo. Donc merci au professeur. Professeur, vous avez le micro. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Vraiment, on ne cessera jamais de vous dire merci personnellement. Vous, mère Fiona Cora et toutes les mères de la plateforme. Hein. Et aussi à notre bien-aimé Néné Jolie. Chère mère, vous avez tous mes respects. Et aussi les salutations de Aïcha. Et donc, ça c'était pour plaisanter. Mais surtout pour dire aussi merci à tous nos pères et à tous ceux, quand j'imagine que c'est une nouvelle page, qui ont pu la sécuriser pour que nous puissions parler. Sans vous, nous n'aurions pas pu. Donc, ne sous-estimez pas les efforts que vous faites. Même le simple fait de venir pour écouter ce que nous disons, c'est déjà une marque de respect et de considération pour nous. Et nous pensons que ce que nous faisons, vous arrivez à gagner quelque chose dedans pour changer votre vie et que cela vous plaît. Vraiment, merci à tous. Et surtout, merci encore au père Martial Koulibaly, qui ne cesse jamais de se mettre nuit et jour à la disposition de la plateforme
pour répondre aux questions. Et c'est devenu comme un rituel. Moi-même aussi, quand je finis, j'aime beaucoup l'écouter. C'est ce qui fait que dès que moi aussi je finis, j'apprends beaucoup à travers lui. Et surtout, chers parents, posez les questions d'ordre spirituel au Père Martial. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des gens de ce type. Si vous êtes malin, là, le Père Martial, là, profitez de lui dans les questions d'ordre spirituel. C'est un conseil que je vous donne. Ce n'est pas une obligation. Je sais de quoi je parle. Dans la vie, tout n'est pas politique. Dans la vie, il faut aussi comprendre les réalités sur différents niveaux. C'est très important. Et je dis merci à la classe Éclaireur Pro Vérité, que ce soit sur Facebook, TikTok ou YouTube. Nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui nous suivent. L'émission qui a été réalisée aujourd'hui, vous allez la voir sur nos différentes pages pour que vous puissiez suivre, pour que aussi vous puissiez aussi partager. Et chers mères, merci encore de tous les efforts que vous faites. Et il y a un frère qui nous pose la question, pourquoi le gouvernement hésite pour la carte de séjour? Le gouvernement n'hésite pas. Le gouvernement n'est pas dans les émotions. Ce n'est pas parce qu'on demande quelque chose que le gouvernement le fait automatiquement. Il y a ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. Même quand tu penses qu'une chose est bonne que tu veux faire là, il y a d'abord une étude de faisabilité pour calculer les impacts, pour calculer ce que ça peut rapporter et ce que ça peut coûter en termes de conséquences négatives avant de le faire. Et puis ce n'est pas parce que quelque chose est bien que ça peut se faire directement. Il y a aussi des objectifs qu'on veut atteindre, que ce soit dans le court terme ou bien même sur d'autres plans. Et donc le gouvernement est constitué d'hommes et de femmes, mais la République, dans son entité dirigeante, n'est pas comme le peuple. C'est vrai que ce que nous disons là, on peut être dans nos droits, et ce qu'on dit peut être vrai, mais l'État doit étudier toutes ces questions-là avant de les appliquer. Parce que aussi, il y a ces questions qui vont à plusieurs niveaux, par exemple. Il y a les accords internationaux, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est tout cela aussi qu'il faut que le gouvernement voit. Étudier aussi cette faisabilité-là, étudier les impacts dans le présent et dans l'avenir avant de pouvoir prendre une décision. Mais ce serait honteux si le gouvernement s'exécutait à tout ce que nous lui disions. On allait ressembler au gouvernement de Laurent Gbagbo, où le premier venu dans la rue dit « Ouais, on veut pas ça, et puis on veut pas... » Non. Un gouvernement sérieux, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas écouté, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas entendu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent de cas de séjour ou autres. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est dans une volonté de vouloir corriger peut-être l'aveuglement de ces frères qui sont dans le Sahel. Mais je vous dis que si ces bouffons-là, ces cuistes que sont Yibé Kaka et Assimi Goitre, je vous dis si ces personnes-là quittent et qu'il y a des gens qui sont habités d'un peu de lucidité, chers frères, avec le mal que ces personnes ont posé à ces pays-là, vous-même vous aurez pitié qu'on puisse leur appliquer cette carte de séjour. Au fond, parce qu'un ignorant va toujours être ignorant. Mais surtout quand quelqu'un pense que c'est de cette ignorance-là que lui va vivre. Mais c'est à cela qu'on assiste aujourd'hui dans le désert. Sinon, en 2022-2023, moi je vous avais dit tout ce qui se passait là. Je disais que nous aurons affaire à des États proto-djihadistes qui vont utiliser les mêmes méthodes que les djihadistes. Seulement, le seul nom qu'ils auront, ils occupent un territoire qui est reconnu par l'ONU. Ils seront là illégalement à la tête de leur pays. Ils vont faire du kidnapping. Ils vont faire des razzias. Ils vont faire des menaces. Ils vont faire des tentatives d'attentat. Ça, c'était en 2022-2023 que je disais cela. Et donc, nous autres, nous ne sommes pas surpris et nous ne sommes pas affectés par les événements. Maintenant, si nous avons su tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, nous ne pouvons pas aussi étudier, comprendre leur comportement et nous adapter? Aujourd'hui, là, ces pays sont faibles parce qu'on a des individus dérangés à la tête de ces pays. Comment comprendre un Assimi Goïta qui peut dire il n'y a pas d'élection au Mali, alors que Doumbia a fait un coup d'État et Doumbia a organisé une élection et lui, Assimi le Goitre, prend ses fesses il s'en va là-bas pour aller dire je suis venu à l'investiture de Doumbia. Est-ce que ça fait sens? Mais c'est ça le comportement des individus dérangés. C'est-à-dire c'est qu'eux-mêmes ils n'acceptent pas
Eux, ils demandent aux autres de le faire. Et ils sont fiers de ça quand les autres font ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils demandent à la Côte d'Ivoire? Que la Côte d'Ivoire se comporte comme un pays voyou, pour que les populations de la Côte d'Ivoire puissent subir le terrorisme, pour que des gens illégaux puissent occuper la tête de l'État. Et les Ivoiriens vont aussi la difficulté qu'ils vivent là. Ils ne seront pas les seuls à vivre cela. Voilà l'intention qu'il a. Mais ça, c'est la pensée des gens ignorants. Et ces ignorants que vous retrouvez, comment vous pouvez dire, les Burkinabés, vous pouvez dire que vous n'aimez pas les coups d'État, alors que celui qui est à la tête de votre État est un faiseur de coups d'État. Il est là par coup d'État, mais lui-même il demande aux Togolais de remettre quelqu'un pour que lui puisse exécuter cette personne-là, pour que les gens vont comprendre que lui il va plus s'amuser avec les faiseurs de coups d'État, alors que lui-même il est en coup d'État. On n'a qu'à lui remettre Damiba. Donc, de temps que Damiba arrive, il a fait voter une loi que maintenant, là, eux vont dire ceux qui font coup d'État. Alors que toi-même, là, tu es là par coup d'État. Donc, ça veut dire que toi-même, on doit te dire aussi. Donc, vous voyez combien de fois ces personnes-là sont dans le ridicule. Mais c'est ça le comportement des gens qui sont dérangés. Mais tout ça, là, est-ce que ça va être une chose permanente? En tout cas, il n'y a aucune action humaine qui est permanente. Que ce soit le bien ou le mal. Mais une chose est au moins évidente. Quand tu es dans le bien, c'est encore mieux que d'être dans le mal. Parce que le mal, là, on ne sait pas comment ça va finir. Ce que ces gens-là sont en train de faire dans le désert, là, eux-mêmes, ils savent que ça va très mal finir. Ils le savent. Ça va finir quand et comment? On ne peut pas vous le dire comme ça, à travers une boule de cristal. Mais ils savent une chose, ça va très mal finir. Et donc aussi, là, tout ce que le monde demande aujourd'hui, dans la grande majorité, les gens préfèrent la stabilité des dirigeants qui sont corrects pour discuter avec eux, plutôt que des dirigeants incohérents qui ne savent même pas quand ils vont quitter. C'est pourquoi les gens encouragent aux élections, ce qui donne un peu plus de stabilité. Et donc, tout ça, ça va finir. Et donc, pourquoi aller voter des lois, mettre des choses qui vont compliquer davantage? Mais regardez même déjà, quand je vous ai parlé de la question de l'éco, il y a des questions qui vont se résoudre naturellement. Si on prend l'éco là, est-ce que les États de l'AES, ils vont continuer à utiliser le franc CFA? Et puis, qu'est-ce qu'eux vont aller dire à leur peuple? Que non, nous on est dans l'AES, mais on va continuer d'utiliser le franc des colonies françaises d'Afrique. Est-ce qu'ils peuvent dire ça à leur peuple? Maintenant, s'ils disent qu'ils ne rentrent pas dans l'éco, est-ce que la Côte d'Ivoire, qui est le plus grand soutien de l'UEMOA à plus de 40%, est-ce que nous pouvons être dans deux systèmes économiques à la fois? Non! On sera obligé de quitter l'UEMOA. Le siège au Burkina, ça devient une maison vide. Et donc là, les devises étrangères, que sont l'euro et autres là, et puis vu qu'eux-mêmes ils vendent leurs matières premières dans le marché noir, ils vont s'effondrer. Et ils n'ont pas les moyens de tenir les coûts de la guerre que leur impose le djihadisme. Donc, ces pays-là vont s'effondrer d'eux-mêmes d'une manière ou d'une autre. Ce n'est qu'une question de temps. Et donc, à quoi est-ce qu'il va servir d'aller prendre des lois qui vont coûter cher en ne pensant pas à demain? C'est aussi à tout cela que les gouvernants pensent, pas forcément aujourd'hui, mais aujourd'hui, demain et les jours à venir, qui font que les gouvernants, quand ils sont sérieux, ils sont très méthodiques dans leur prise de décision. C'est tout. Sinon, c'est loin de la peur. La Côte d'Ivoire, en réalité, appartient aux dirigeants, à ces dirigeants qui ont été votés par un peuple, et on fait preuve d'intelligence dans la gestion du peuple depuis toujours, en tout cas sous l'époque du président Ouattara. Chers mères, merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ce sera avec beaucoup de plaisir que je serai en bas, quand je serai en train de refaire cette émission pour la partager. Et donc ceux qui n'ont pas pu suivre, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Prenez le temps de bien suivre, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et ça va vous éclairer sur beaucoup de choses. Ça va vous faire gagner en temps pour ne pas trop perdre le temps à écouter des choses qui ne sont pas utiles. Merci à vous. Et je vais sur ce souhaiter excellente nuit. Je suis là toujours. Sauf s'il y a un gars qui vient. Hein. Là, je vais monter. Et puis, sinon, ça va. Voilà. Merci beaucoup, chère mère. Merci, notre professeur 5 étoiles. Merci infiniment, professeur.
Et repose-toi bien aussi. Merci. Ok, on va laisser le professeur aller.